We are live from the Voilier Festival in France in Côte d'Armor. And would you like to translate? Bienvenue. And we're going to now be listening to Steve Normandin on the piano. The internationally renowned Steve Normandin. Yeah! But I never played in England before. Ouais, j'aimerais bien un jour aller chanter en Angleterre, mais j'attends l'invitation de mon ami Elton. En ce moment, on ne peut pas trop traverser la Manche. Non, pas du tout. Même à la nage. Tu voulais traduire en français? Eh bien, c'est parti. On y va. Eh bien, voilà. Merci. Alors, bon, comme Claire le disait si gentiment, je m'appelle Steve Normandin, c'est bien vrai. Mais pour que vous puissiez me connaître de façon adéquate, tant pour vous assis chez vous ou face à vos appareils, que vous qui êtes si gentiment protégés du vent breton, je vais vous décliner un peu mon identité sur presque 4 siècles, on va dire, oui. Voici donc l'arbre généalogique des Normandins. 1690. Le jour où le premier Normandin est débarqué en Nouvelle-France, il était pauvre et crevait de faim. Partir, c'était sa seule chance. Il abandonnait derrière lui son vieux Poitou, son petit village, une ferme pourrie, sa femme aussi. Bref, une situation d'esclavage. La traversée sur un 3 mâts, en classe bien moins qu'économique, faillit sonner l'heure du trépas, tant son mal de mer fut chronique. Quand ils ont aperçu la terre, les survivants de l'océan ont croisé le regard millénaire des hommes, des femmes et des enfants. L'Amérindien se voyait forcé de devenir colonisé. Ceux qui cherchaient la liberté portaient la peau d'un étranger. 1759. Le jour où le 4e Normandin naquit au bord du Saint-Laurent, Louis XV possédait les terrains, mais ce n'était qu'une question de temps. Il y avait des richesses naturelles, du bois, des rivières, des fourrures. L'Anglais trouva l'occasion belle pour venir tenter l'aventure. En 20 minutes, God save the King, la France perdait ses horizons face aux Anglais vainqueurs indignes qui voulaient fermes et maisons, dont celle du pauvre Normandin qu'il avait hérité de son père. D'un coup, il se retrouvait sans un face au ciel bleu de Trois-Rivières. Dans les bois, il est parti se cacher avec sa famille pour manger, pêcher, chasser, se réfugier. Ils étaient redevenus étrangers. 1837. Normandin, 7e de la lignée, fort comme un bœuf, mais illettré, né francophone et rancunier, voulut reprendre ce qu'on lui avait volé. Il entendit dans une taverne un gars qui avait une drôle d'idée, un petit fusil puis une lanterne. Patriote, il s'est engagé. De l'espoir jaillit la lumière. Tout s'est fini dans un bain de sang de fermiers révolutionnaires face à des Anglais trop puissants. Normandin est resté en vie, perdant de sa rébellion. La peur au ventre, il s'est soumis, enfouissant ses rêves de nation. Un Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers.
Aux alentours de 1910, naquit le 11e Normandin. On lui avait dit, comme aux autres 10, qu'il était né pour un petit pain. Son père à l'usine de papier, sa mère enceinte à chaque année, 14 frères et sœurs alignés. Ça ne laisse pas le temps de rêver. Lui travaillait livreur de glace pour récolter un peu de monnaie afin de se payer des places pour voir les films de l'homme enchaîné. Pour le bossu de Notre-Dame ou le fantôme de l'opéra, de ce jour commença son drame. Il se faisait son cinéma. La vie d'artiste, c'est un métier. Mais faut pas seulement croire, faut plonger. Mais comme la guerre est arrivée, pour s'en sauver, il s'est marié. Et moi, moi, petite feuille au bout de la branche, moi je suis numéro 13. Est-ce vraiment un signe de chance? Loin du Québec, tout à mon aise, je suis venu m'installer en France. J'ai fait le chemin à rebrousse-poil, comme mon aïeul 3 siècles plus tôt. Des turbulences dans les étoiles m'ont fait penser à son bateau. J'ai un prénom qui est anglophone. Mon père voulait que j'apprenne l'anglais pour mieux défendre ma personne le jour où j'irai travailler. Mais je défends la langue française, je résiste un peu à ma façon. Je n'ai pas le cœur entre deux chaises quand je mène ma vie en chanson. Un jour j'entends un douanier: Monsieur, montrez-moi vos papiers. 12 Normandins, tous sont signés, visa séjour pour étrangers. Merci. Ça va? On va replacer le micro avec votre permission. On essaie quelque chose de travailler en micro suspendu comme ça à la perche, ce qui est plus facile pour être bien vu de la caméra, pour pouvoir se raconter sans avoir un mur, et pour le public, enfin pour les quelques amis qui ont pu se réunir ce soir en conditions covidiennes, et ben ça nous permet de pouvoir se voir de façon plus évidente et de vous raconter ça de façon plus simple. Ce qui me permet de m'expliquer, d'expliquer qui je suis. L'arbre généalogique, ça fait le travail. Vous faites connaissance avec moi et moi, je fais connaissance avec ce piano. On est toujours confronté, quand on est face à un nouvel instrument, quand on est accordéoniste ou saxophoniste, ou, quand on a toujours le même paramètre de confort, parce que c'est un instrument avec lequel on vit. Il y a vraiment un... Oui, ça va? Alors, on va prendre 2 secondes pour parce que je veux bien vous raconter quelque chose, mais... Est-ce que... Là, j'essaie de tout faire pour essayer de faire repartir... Ça va mieux, hein? Il me semble que ma voix roule moins. Alors, j'étais à vous dire que les pianos, à chaque fois, c'est toujours les organistes, les pianistes, à moins d'être soit très riches ou bien organisés, comme les copains qui ont mis des roues sous ce formidable piano droit, on est toujours à la merci du piano qu'on rencontre. Or, dans la vie de musicien, tous les pianistes et tous les musiciens vous le diront, on arrive dans une salle et parfois c'est une merveille, le piano est bichonné, bien calibré, la touche est parfaite, l'accordage est impeccable. Et des fois, on arrive à des endroits, c'est vraiment... c'est la guerre à l'intérieur. Je veux dire, les marteaux s'en vont dans tous les sens. Il y a des cordes de cassées. L'accord ne tient plus parce que le cadre est en bois. Enfin... ce sont des êtres vivants extraordinaires et je les aime, les pianos. Et chacun des pianos que je rencontre, j'ai peut-être pas une relation intime avec eux, mais pour les quelques instants qu'on passe ensemble et qui traduisent ce que mes doigts veulent bien leur donner, eh bien, je fais parfois des rencontres assez extraordinaires. Et j'ai réuni dans une chanson
les pianos qui ont été marquants pour moi dans mon existence. J'ai rangé des pianos au fond de ma mémoire, de nobles instruments, d'horribles casseroles, un Steinway délicat et son clavier d'ivoire, la bataille d'un kawaii dans un débit d'alcool, le Yamaha 9 pieds commandé par Glenwood, racheté à bas prix par un ambassadeur, un triste et vieil et rare, loin des yeux de la foule, piano de Charles Trenet avant qu'il soit chanteur. Je chéris des pianos au fond de ma mémoire, un Bechstein velouté dans un studio d'études, un Baldwin maltraité dans un conservatoire par un jeune professeur qui tuait mes préludes, ce piano anonyme qui recueille mes gammes, les blue notes imprévues d'un jazz mal maîtrisé, un Le Sage drop action, un vieux Gerhard Heinzmann, Cyrano maladroit de mes premiers baisers. Je chéris des pianos au fond de ma mémoire, un chic-ring de salon venu des Amériques, un piano droit massif, ingrat comme une armoire, qui donnait au ragtime des airs de grande musique, ce piano fait de chêne au café de la Grave, faisant danser la mer sans renier Ravel, un triste piano dans les salons d'Edgar pour soirée de tango joué par Machiavel. Ces pianos qui dorment au fond de ma mémoire, rencontres imprévues, et souvent décisives. Je les sais qui m'attendent, espérant nous revoir pour partager un peu furtive, ancienne mélodie, bercée par leurs arpèges, tout ce que je ressens, sans rien devoir nommer, je confie au piano le soin de prendre au piège mon bonheur et mes rêves à jamais envolés. Je confie au piano le soin de prendre au piège le bonheur et mes rêves à
Merci beaucoup. Je suis né, si vous êtes venu au Québec, vous saurez sans doute où se trouve la ville de Trois-Rivières. Ça se trouve entre Montréal et Québec, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à peu près à égale distance, 115-120 km. Moi, je suis né dans une ville qui a été avalée par ce qu'on appelle en France les coms d'agglo et que chez nous, on a appelé les fusions municipales. Ça s'appelait Cap-de-la-Madeleine. Maintenant, ça s'appelle Trois-Rivières, arrondissement Cap-de-la-Madeleine. Écoutez, juste envoyer une carte postale chez nous, ça demande beaucoup de papier et pas mal de timbres juste pour l'adresse. Et il se trouve que j'ai été quand même très choyé dans ma vie d'avoir la musique comme cadeau. Et j'ai vécu dans un milieu qui n'était pas austère du tout, mais qui était quand même difficile. Un quartier ouvrier avec son lot de joie et de peine. Et un jour, alors que j'y retournais, je disais toujours à mes camarades, écoute, je vais te montrer, j'ai une école formidable où il y a 2 étangs. Donc, en fait, c'était pas des étangs. Quand on a eu le bonheur de voir sur des photos d'époque la ville se développer, il y avait un ruisseau dans lequel les gens allaient laver le linge, un peu comme dans les lavoirs ici, et qui traversait la ville de Cap-de-la-Madeleine. C'était le petit ruisseau Favrel, qui n'avait pas du tout la prétention d'être rivière, et qui quand même avait son joli petit cours d'eau qui coulait tranquillement. Et à un moment donné, parce qu'on a voulu faire passer des boulevards dessus la rivière, le petit ruisseau en fait, et comme le ruisseau n'était pas assez grand pour nécessiter la construction d'un pont, on s'est dit, si on veut faire passer des voitures quand même, on va envelopper le ruisseau d'un énorme tuyau et on va s'organiser en fait pour faire passer le boulevard. Mais ça faisait disparaître ce charmant petit coin un peu bucolique et qui apportait sans doute à la ville un élément de campagne. Et pour faire respirer quand même cette rivière-là, parce que de garder de l'eau dans un tuyau, même si le débit est très lent, elle avait besoin de respirer. Alors les urbanistes ont eu l'excellente idée, à côté de mon école et dans le parc qui était juste en face, de faire 2 sortes d'étangs où on allait pêcher la truite l'été, où on essayait de patiner l'hiver et où désespérément, on prolongeait les récréations à la belle saison parce que, comme la cour de l'école était juste à côté du petit étang, il suffisait d'un simple coup de pied pour que le ballon se retrouve dans l'étang. Et comme il n'y avait pas beaucoup de courant, on donnait un coup sur le ballon pour l'envoyer le plus loin possible et ainsi prolonger la récréation. Ça avait pour conséquence qu'on arrivait dans la classe, mais complètement salaud, avec de la boue jusqu'aux genoux, comme ça, et parfois une grenouille dans nos poches qu'on essayait de donner aux filles, et je comprends pas, elles aimaient pas ça. Mais nous, on trouvait ça fort agréable d'offrir des petites grenouilles, ça nous permettait d'avoir un argument pour travailler plus tard notre vivisection, en fait, des choses de la vie. Et donc, en amenant les amis là, je leur racontais toutes sortes d'histoires de mon enfance, et l'idée m'est venue de faire un petit polaroid en forme de chanson. Voici donc une chanson qui s'intitule « Il n'y a pas de quoi être heureux ». Dans mon quartier, quand j'étais petit, il n'y avait pas de quoi être heureux. Des pères drogués, des mères battues, des enfants tristes, des vieux rayés de la liste de ceux qui vont dormir près du bon Dieu. Ils engueulaient sans prévenir, la vie courant sous leurs yeux, les petits morveux qui ont décidé à l'improviste de faire les clowns sur la plus grande piste, la rue tournant tout autour d'eux. Les branches cassées du peuplier qui avait déjà peine à pousser portaient l'enfance en manque de chance comme un refuge. Dans la cour aux 1000 subterfuges, tous leurs rêves gardaient le silence.
tout espoir. À l'horizon, il y avait un bloc d'illusions, une vieille école bordée d'une petite mare aux grenouilles. En été, on y pêche, on s'y mouille. En hiver, on en fait des chansons. Dans mon quartier, quand j'étais petit, il n'y avait pas de quoi être heureux. J'aurais bien pu perdre le nord de ma jeunesse, mais j'habitais à bonne adresse, où on apprend que l'amour a des yeux pour confident. Un vieux piano qui tournait dans mon vieux château, de bois meurtri, de papier brique et de vieilles planches. Je chevauchais les noires et les blanches, et je m'inventais des bravos. Mon père était le châtelain de notre monde en exil. À ses yeux clairs, ma mère devenait une princesse. Son amour, sa seule richesse, n'a jamais connu le péril. Sous la musique de ma chanson, j'entends des enfants sans nom jouer comme des fous avec la balle de notre enfance. Si dans nos jeux, dans notre rue, je ne suis pas venu, si bien souvent j'ai dû briller par mon absence, ne croyez pas que ce soit de l'indifférence. C'est la musique qui simplement m'a retenu. Aux funérailles de rien du tout, l'indifférence habille un mort. Les absents brillent tout d'un coup, sans même un regret d'avoir tort. Seuls deux yeux suivant le cortège fixent un cercueil au fond du trou. Soleil ou pluie, vent, triste neige, les fausses fleurs mentent jusqu'au bout. Ces petites funérailles entre nous, ces petites funérailles entre nous. Elles m'émeuvent beaucoup. Aux funérailles de rien du tout, il n'est pas question d'héritage, de gloire, de grandeur, de dégoût. Un silence et pas davantage. Le marcheur laissé à lui-même dans la funeste randonnée va reconduire au matin blême des restes dans l'éternité.
petites funérailles entre nous. Ces petites funérailles entre nous. Elles m'émeuvent. Funérailles de rien du tout. Au mieux, il n'y a pas de famille. Au pire, il y a un rendez-vous entre un croque-mort et une chenille. Pas de truc en berne, en discours, en mascarade nationale. Voyant le vide, elle se cavale. Ces petites funérailles entre nous. Ces petites funérailles entre nous. Elles m'émeuvent. Merci beaucoup. Mon bagage musical est très particulier. J'ai appris sans apprendre la musique. J'ai eu de bons professeurs et des personnes qui m'ont pas comprise, mais bon, ça fait partie de la vie. C'est pas grave, on fait notre chemin. Mais ce qui m'a beaucoup appris dans la vie, encore plus que les gens, ce sont les disques. Et particulièrement les vieux disques de gramophone. Depuis des années, je collectionne les partitions et les 78 tours. Et j'ai essayé pendant un temps de collectionner les cylindres de cire, mais il y avait tellement de formats différents en France, aux États-Unis, en Italie, enfin. Il fallait pratiquement avoir un phonographe pour chaque cylindre, ce qui était un peu compliqué. Et comme je m'intéressais davantage au Québec à la chanson française, il y avait à peu près qu'un ou deux systèmes que je devais trouver, mais les cylindres français étant très difficiles déjà à trouver en France, vous imaginez, chez nous, c'était la croix et la bannière. Bref, j'aime beaucoup les vieux disques et le sentir les vieux appareils avec leurs bras nickelés, leurs grosses aiguilles bien lourdes. Et pour écouter des disques, il faut gagner, hein, c'est pas MP3, on appuie sur le truc et ça démarre. Hein. Il faut remonter l'énorme manivelle, poser la galette, c'est une bonne vieille assiette, c'est presque de la porcelaine, c'est très très fragile. Avec une chanson par face, ça dure en tout et pour tout, gros maximum 7 minutes d'écoute pour 25 cm, vous imaginez? Alors vous posez ça sur la platine, le Ça étant un 78 tours, vous prenez le bras nickelé, vous démarrez le plateau pour le faire tourner après avoir remonté la manivelle, parce que pas d'électricité, c'est absolument... même pour le bilan carbone aujourd'hui, on n'a pas besoin de... Bon, aujourd'hui, on a de l'électricité, bien tant mieux, mais pour écouter de la musique, c'est un ressort qui fait le travail. Alors, le plateau se met à tourner, on dépose l'aiguille dans le sillon, on entend les voix d'un passé tellement... pas si lointain, en fait, un siècle, c'est presque rien, mais l'aiguille est tellement... lourde, et la tête de lecture surtout, que ça laboure le sillon au point, on dirait une moissonneuse batteuse, on voit la poussière, les résidus du disque, enfin tout frise, et ça nous permet d'apprendre donc de nouvelles vieilles chansons. Afin de vous montrer un peu ce à quoi je suis confronté au quotidien, je vais vous faire la démonstration de ce que peut avoir l'air l'écoute d'un vieux disque et d'un vieux gramophone, en vous épargnant toutefois les bruits de fond. Dans un vieux château de Provence, une amante disait en pleurs: à mon amant j'ai confiance dans la loyauté de ton cœur. Il répondait: tu peux ma chère
croire à mon cœur mystérieux. Mon amour est un veau, est involontaire. Je suis foutu, je suis foutu, je suis foutu, c'est de tes yeux. J'aime tes yeux remplis de larmes, sous les pleurs comme ils sont beaux. Ils ont les paupières de charme. Ah, viens avant, viens, yo, 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 Yolande. Ah, viens avant, mon ange, viens car ton mari n'est pas là. Et dans ces sphères étranges, tu as des pouvoirs enchantés. Tu connaîtras la solitude dans les boyaux, dans les bois, Yolande en tremblant. Car j'ai la gueule de dormir sous un pot, de dormir sous un pommier blanc. Viens, tu n'es dans cette terre grisée qu'une purée charmante amie. Viens mélanger dans un baiser, l'amour et la peau, l'amour et la peau, l'amour et la peau, l'amour et la poésie. Cette chanson de haute envolée n'était pas de moi. Elle date des années 30 et elle a été composée par Madame Edmond Rostand en personne, Rosemonde Gérard. La musique en est de Tiarco Richepin. Voici une autre chanson qui n'est pas de moi, mais d'un compatriote, un des tout premiers auteurs-compositeurs québécois qui s'appelait M. Lionel Daunet. Daunet avait ceci de particulier, c'est qu'il avait une vie d'homme d'opérette. Il chantait avec une voix classique. Et composait aussi des mélodies un peu à la façon de Fauré. Mais dans ses temps libres, et aussi parce que je crois que ça lui faisait plaisir, il composait des chansons populaires, disons. Et étrangement, ces chansons populaires obtenaient des succès extraordinaires, alors que toute sa musique dite plus sérieuse demeurait quand même confidentielle. N'empêche, c'est, je trouve, un très bel auteur et un sacré conteur à sa façon. Voici donc de Lionel Daunet, Le voyage de noces. Ma femme est partie en voyage de noces un 13 de janvier. À cause du prix du voyage de noces, j'ai pas pu y aller. Heureusement que pour moi, avant de s'en aller, elle m'a trouvé de quoi me désennuyer. Il y a le train à faire, le bois à couper, la neige à pelleter. Et puis un matin, j'ai eu un petit mot de sa belle écriture. Dans un magasin, j'ai vu un manteau, voici la facture. À l'hôtel hier, sais-tu, j'ai connu un vrai millionnaire qui vendait voitures de seconde main. Toi, comment vas-tu? Ben moi, ça va bien. Elle s'ennuie de l'hiver, d'après ce qu'elle écrit à tous ses parents. Paraît que les hivers en Californie, c'est pas en même temps. Ce qu'elle va en avoir des choses à me conter, ça forme le savoir que de voyager, on ne sait jamais. Je vais tout de même laisser le fan allumé. Tout est prêt pour elle, la chambre d'en haut, le potager. Les fleurs sont très belles, le blé bien haut, le poulain est né. Je voudrais bien lui dire que le veau engraisse, mais je peux pas lui écrire, j'ai pas son adresse. Ma femme est partie en voyage de noces, un 13 de janvier.
de marier. Merci beaucoup. Puisqu'on en est au premier jour de l'hiver, on peut le dire, on est le 21 aujourd'hui. Peut-être que ce sera diffusé le 22, il y en a peut-être des en direct ou je ne sais trop. Enfin, ce soir, nous sommes le 21, donc c'est le solstice. Ah! Et il y a une chanson chez nous emblématique de M. Jules Vigneault qui s'intitule « Mon pays » et qui est tout à fait à l'image de cet hiver québécois qu'on a réussi à apprivoiser à défaut de l'aimer complètement. C'est mon cas. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la plaine. Ma maison, ça n'est pas ma maison, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera telle qu'on viendra des autres saisons pour se bâtir à côté d'elle. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon refrain, ce n'est pas un refrain, c'est rafale. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est froidure. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans mon grand pays solitaire, je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre. Ma maison, c'est votre maison. Entre mes quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace pour préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon. Et les humains sont de ma race. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'envers d'un pays qui n'était ni pays ni patrie. Ma chanson, ça n'est pas ma chanson, c'est ma vie, c'est pour toi que je veux passer mes hivers. On vient aux miennes, mais toujours dans la même thématique, blanche. Un mot d'amour, pas long, pas court, pour te dire ce que j'aimerais. Laisse-moi poser ma tête sur ton épaule, peut-être que le beau temps reviendrait. C'est tout d'un trait, verbe et sujet, c'est du bonheur à l'imparfait. Laisse-moi poser ma tête sur ton épaule, peut-être que le beau temps reviendrait. Je ne parlerai pas assis contre toi pour chasser le vent froid, et du bout de ton doigt
d'amour, pas long, pas court, qui prend l'hiver et le défait. Laisse-moi poser ma tête sur ton épaule, peut-être que le beau temps reviendrait. Si tu m'aimais. Merci beaucoup. Tu m'avais dit que tu avais un verre d'eau. Je sais pas, je l'ai mis où? Aurais-tu? Ou quelqu'un aurait un verre d'eau? Ça arrive. Ça arrive. Ah, de l'eau. Je vais en profiter pour vous expliquer quand même. En France, le sport national, c'est le foot. À part les impôts, bien entendu. Mais il y a quand même cette volonté de rassembler les gens autour d'un sport. Au Québec, vous avez sans doute eu connaissance de notre passion. Merci infiniment. Santé, monsieur. Burvan, on l'applaudit. La bonne vodka. Alors, le sport national, c'est pas le boire, hein. Mais comme on a un hiver qui se prolonge éternellement chez nous, on a décidé de donner les lettres de noblesse à ce sport qui en français s'appelle le palais, P-A-L-E-T. Mais ça manque de classe. Chez nous, le hockey, ça c'est quelque chose qui a de la vigueur, comprenez? Vous prenez un bâton, une rondelle de caoutchouc, une belle surface glacée, deux équipes qui s'affrontent. Vous remplacez en fait la glace, c'est l'équivalent du gazon. La rondelle, c'est le ballon. Les buts, c'est la même chose. Enfin, vous voyez un peu le truc. C'est vraiment le sport national de l'hiver. Mais moi, comme l'hiver, je l'aime pas. Je me rabats sur les sports d'été. Vous voyez mon physique d'athlète? Je maigris en plus. Pour la caméra, ça paraît pas trop, mais pour vous. Puis en plus, j'ai de la rembourrure pour me réchauffer parce qu'on est quand même dans un endroit un peu frais ici. Mais vraiment, l'été... mon corps d'athlète, je tiens à garder la ligne, n'est-ce pas? Et je cours dans les campagnes, assis dans ma voiture, les fenêtres ouvertes, c'est vrai, à la recherche de la baraque à frites québécoise qu'on appelle la roulotte à patates. Et la roulotte à patates, c'est une institution extraordinaire, je tiens à vous dire. Vous arrivez en pleine campagne, ça sent, oh, l'herbe fraîche. La bouse fraîche. Et à un moment donné, oups, il y a comme un peu de graillon. L'odeur de la frite et de l'huile. Ah, c'est ça. Il y a quelque chose ici. Et là, vous arrivez dans un endroit improbable où quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour transformer soit un camping-car, une vieille caravane, un bidule, un machin sur le bord de la route, peut-être des fois une maison mobile, version française du mobil-home. Et en fait, là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour faire cuire des hamburgers, des hot dogs, deux poêles, vous savez, des friteuses pleines d'huile bouillante et tout ça. Et les vrais de vrais, parce que là, il y a deux catégories de roulottes à patates chez nous. Il y a ceux qui se disent, on va faire de l'argent, on va profiter du touriste, et qui vont chercher de la frite congelée, puis du hot dog fait... Et les autres qui se lèvent à 6 heures le matin pour éplucher la pomme de terre, la tailler finement, la faire bouillir dans le gras de bœuf. Ça tient au corps. Et là, il y a toutes sortes de déclinaisons avec les frites. C'est que vous pouvez manger ce qu'on appelle la poutine, et qui n'a absolument rien à voir avec Vladimir. Je tiens à le dire. On ne sait pas vraiment la provenance. On sait que ça fait à peu près 50 ans que ça tient le cap au niveau de... Et on se l'est approprié. C'est pas un plat traditionnel, mais c'est un fast-food auquel les Québécois tiennent beaucoup, notamment après les fêtes et tout ça, parce que ça tient au corps. Quand on a pris une bonne cuite, on rétablit l'équilibre dans le ventre grâce à cette recette, c'est-à-dire des frites, du fromage frais et de la sauce brune, comme on arrose les steaks ici. Et vous pouvez avoir certaines variantes. Si vous n'aimez pas la sauce brune, vous remplacez ça par une bonne sauce bolo et ça devient une poutine spaghetti
ou une poutine western selon. Enfin, vous pouvez faire une poutine pizza, vous remplacez le fromage frais par la même garniture que la pizza à l'américaine avec salami, pepperoni, la totale. En tout cas, bref, ça se décline et ça tient au corps, quoi. Et généralement, les vrais de vrais mangent une grosse poutine avec 3 hot dogs ou 2 hamburgers. Et pour faire descendre le tout, ce décapant américain à forme de bulle et plein de sucre, qui portent des noms tout plus fantastiques les uns que les autres, soit Coca-Cola, enfin... Vous voyez un peu le truc, il faut faire descendre le gras, c'est le but de la manœuvre. Alors, je vais vous amener, avec mon accent québécois, n'est-ce pas, parce que je n'ai que celui-là, je vais vous amener faire un tour dans ma baraque à frites, ma chère roulotte à patates, drelin, les bœufs en voiture. Oh, tu t'es laissé. La roulotte à patates, sur le chemin 104, a ouvert sans nous avertir pour notre grosse dent et notre plaisir. C'est le rendez-vous de l'appétit. C'est le seul casse-croûte du coin entre la route et le champ de foin. Tigre en est propriétaire depuis la retraite de son père. L'hiver part en voyage. C'est l'heure du nettoyage. Un coup avec un pinceau. C'est à souhaiter qu'il fasse plus beau. Sur le chemin 104, en versant nous avertir pour notre cause d'un notre plaisir. Tous ceux qui viennent camper mangent jamais de s'arrêter. Manger un hot dog amateur, une poutine chou, un hamburger le dimanche c'est connu. Les vacanciers perdus s'arrêtent toujours pour déguster une bonne patate frite dans la machine à liqueur à Coca-Cola. A des ennuis de menteur et les habitués savent très bien à quel endroit se donne le coup de poing. La roulotte à patates sur le chemin 104, c'est quoi le paradis de la gastronomie? C'est convivial, sympathique, parasol, les tables à pique-nique, la poubelle en bois blanc, les ratons fouillent dedans, le sel de poivre en petit sachet, le ketchup qui ne coule jamais. Tiggy est bien content, car beau temps, mauvais temps, quand revient la saison des tomates, c'est celle de roulotte à patates. Oh mais bon, ma petite madame, comment que ça va après-midi? Ah, nous autres, tant que le soleil vit des clients, oui, qu'est-ce que ça vous tente de déguster? La spécialité maison? Ah, ben c'est la guédille à ma femme. Elle fait des guédilles au poulet, c'est dépareillé. Moi, je vais vous préparer des frites en attendant. Puis je vais aller vous chercher une liqueur dans le couleur en arrière. Les enfants ont encore marché dans ma chaîne, puis le réparateur est pensé que la semaine prochaine. Tiggy est bien content, car autant mauvais temps, quand vient la saison des tomates, c'est celle de la roulotte à patates. Merci amateurs de gastronomie. Et devant un tel triomphe, voici une chanson autobiographique, j'ose espérer, à faible teneur en cholestérol. Mon ventre, il est beau quand je le rentre, il est beau quand je le sors et quand je le rentre encore. Mon ventre, il vibre quand je chante, il danse de haut en bas et ne se repose pas. Mon ventre, quand je veux taper dessus, il devient un tambour de l'armée des bourreaux. Mon ventre, c'est un garçon charmant, car lorsqu'on est ensemble, lui passe toujours devant moi. Je suis si timide de mon ventre. C'est un énorme melon ou un petit oignon, ça dépend de la saison. Mon ventre, c'est un globe terrestre, ou un petit pois x30, ou un signe de paresse. Mon ventre, y en a pas à la ronde qui puisse se vanter comme lui, d'être le nombril du monde. Mon ventre, c'est le bienfait de Dieu s'il existe, car le jour du repos, c'est ce qu'il fit de mieux. Avec le quignoman à ma belle-sœur, quand je suis malheureux, j'ai des larmes plein les yeux. Je vais devant un miroir pour mieux me voir. Alors je me mets tout nu, à poil, caché sans être vu, et je vois mon nombril qui me sourit. Je vois mes poils qui batifolent, je vois ma graisse qui s'affole. De voir tout ça, ben moi je rigole. Et tout
s'envole. Mon ventre fait de nombreux jaloux. Si vous ne me croyez pas, je vais vous expliquer tout. Mon ventre contrarie et harcèle, rend amer et cruel la Ligue des Pères Noël. Oh, oh, oh. Mon ventre, il est rond, il est lisse. Il arrive qu'il durcisse comme celui des polices numéro 36. Mon ventre, si je ne l'avais plus, ma vie, mon lot, mon buste à jamais perdu dans un flot de détresse. Youhou! C'est la joie de vivre, il se donne, il se livre à l'amour, à la chance et aussi au Larsen. Mon ventre, c'est le copain toujours, c'est l'ami de l'amour qui aime qu'on fasse le tour. Oui, mais avec une rallonge. Miam. Merci. Merci. La beauté d'être né québécois, c'est que nous avons des racines communes. On se dit tellement souvent « Ah, nos chers cousins français, ah, nos chers cousins québécois. » Et la meilleure preuve de cette filiation, c'est quand on se met à vérifier nos folklores réciproques et communs. C'est à un point tel vrai que quand on se met à chanter, la chanson qui va suivre, ça devient toujours mon plus grand triomphe. C'est normal, les autres chansons, les gens les connaissent pas. Je veux dire, je commence à peine à faire une petite percée tranquillement vers la France profonde. Mais j'essaie quand même de rallier les wagons. Et à chaque fois que je chante ça, c'est le triomphe, c'est la gloire. C'est ce que vous voulez. Tout le monde la connaît. Vous comprenez? Au clair de la lune. Allez, mon ami. Je vous l'avais dit, c'est le triomphe. Allez, prête-moi ta plume. Pour écrire un mot, ma chandelle, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Ah, que c'est beau! Je sais pas si vous avez entendu ça chez vous, mais ouais, ça chante, c'est limpide, ça fait du bien. Ah, applaudissez-nous. C'est que pour moi, Eh bien, croyez-le ou non, quand on nous a appris au clair de la lune, on nous a menti. Dans le regard, une chandelle morte dans le cœur, pas d'ami Pierrot. Le clair de lune a pris la porte, le ciel bleu a mis un manteau. Les mots jaillissant de la plume sonnaient comme un mensonge odieux. La vie s'habillait d'amertume et tout ça pour l'amour de Dieu. La vérité n'est pas celle qu'on nous apprend. Pourquoi chanter des mots inventés par les grands? Quand on nous ment, quand on nous lâche la main, on apprend doucement à devenir orphelin. La mère Michel est hypocrite, c'est elle qui a tué son chat. Elle l'enterra presque tout de suite dans son jardin sous les lilas. L'eusses-tu cru, la Libye de service avait tout vu, tout entendu. Mais on a cru à ce caprice d'un chat qui s'était perdu. La vérité n'est pas celle qu'on nous apprend. Pourquoi chanter les mots inventés par les grands?
sa confiance. On peut connaître le meunier sans vraiment savoir ce qu'il pense. La vérité. On apprend sûrement à devenir orphelin. Je fais toujours le sondage et à chaque fois je suis surpris. Il y en a qui la connaissent, d'autres qui la connaissent pas. Dans le troisième couplet, j'évoque une chanson qui s'intitule « Marianne s'en va au moulin » et qui est pourtant une chanson française. Certaines personnes de génération au-dessus de la nôtre, et sans doute de la vôtre, ça fait que parfois ça peut évoquer, notamment en Vendée, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit « Ah oui, moi j'ai entendu ça dans mon enfance, mais est-ce que Marianne s'en va au moulin, ça vous dit quelque chose? » Alors que chez nous, on apprend ça dès le berceau, ou presque. Non? Ben, je vous en fais cadeau parce que vous ne pouvez pas comprendre ma chanson au troisième couplet. Je ne peux pas vous laisser tomber et que vous soyez orphelin à votre tour d'une chanson. Marianne s'en va au moulin, Marianne s'en va au moulin. C'est pour y faire moudre son grain, c'est pour y faire moudre son grain. À cheval sur son âne, ma petite mademoiselle Marianne. À cheval sur son âne catin, par derrière le moulin. Vous avez jamais entendu ça? Ah! Ben, écoutez, vous écouterez le reste sur Internet ou ailleurs. Et puis, non, mais c'est une vraie belle chanson. Et il y a un film de 1934, si vous êtes un peu cinéphile, Julien Duvivier, qui a tourné plus tard Les Dons Camillo avec Fernandel, qui faisait jouer à Jean Gabin l'accent québécois dans un film consacré à Maria Chapdelaine avec Madeleine Renaud. Et à la toute fin, François Paradis essaie d'aller rejoindre Maria dans une tempête de neige effrayante. Beaucoup de neige, beaucoup de neige. Et il se trouve qu'il le trouve pratiquement gelé. Il le rentre dans le chalet. Et le seul comédien québécois, parce que toute l'équipe française, il n'y avait pas à ce moment-là d'équipe de tournage au Québec. Donc, on avait dépêché par bateau de France tout ce qu'il fallait de lourde machinerie de cinéma parlant. On n'a même pas pensé faire venir ça des États-Unis, vous imaginez. Ils sont arrivés avec tout ce qu'il fallait pour filmer en cinéma parlant. À l'époque, en 1934, le cinéma parlait depuis très peu, et donc c'était très compliqué. Et il y avait un seul comédien digne d'intérêt qui pouvait jouer un des rôles dans le film, et c'était le grand Fred Barry, qui est un peu notre Rému à nous, Québécois. Et c'est le seul que, quand on l'entend parler, on fait « Ah, ben c'est lui le vrai Québécois du film. » Parce que les autres, ils disent « Ah, j'ai gagné 40 bonnes piastres. » Et puis Jean Gabin qui essaie de parler en québécois, c'est extraordinairement charmant, quoi. Et à la fin, comme il meurt, il peut pas chanter, lui. Alors c'est Fred Barry dans le rôle du coureur des bois, qui lui chante Marianne s'en va au moulin en pleurant toutes les larmes qu'il peut, et c'est très émouvant, ça apporte au film un plus que vous n'avez pas ce soir. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, revenons à ma petite personne. J'ai le bonheur d'habiter sur les côtes d'Armor, dans les côtes d'Armor, dans votre charmant coin de pays que je
vis et j'adopte et qui c'est vraiment bien. Et un jour, on est allé faire un pique-nique en famille à l'île de Bréa. Évidemment, il faut embarquer à Arquest. Et à la pointe de l'Arquest, le soleil ce jour-là était absolument magnifique. La traversée était calme, les gens étaient détendus. Il y avait une ambiance bucolique, vraiment. Vous avez juste la petite brise tiède du vent, pas le gros truc qui arrache. C'était la journée d'été idéale. Et au retour, je sais pas, il m'est apparu une mélodie que j'avais pensé, parce que je suis aussi accordéoniste. Ce soir, je n'ai que mon piano, qui n'est pas le mien, mais que je vais m'approprier, Jean, avec ta permission. Et je joue de l'accordéon. J'ai pensé l'air pour l'accordéon, et un jour, j'ai transposé, et je me suis dit, il me semble que pour le piano, ça serait pas plus vilain. Alors, voici... sans parole, mon idée de cette journée idyllique sur la pointe de l'Arquest.
Merci beaucoup. Cet après-midi, je me suis repris les paroles. Je las sais presque par cœur, mais il me reste encore quelques petites lignes à vraiment me mettre en tête pour que ce soit réglé. Avec votre permission, je vais utiliser les quelques paroles que je me suis réécrites afin de vous en livrer la majeure partie de cette toute nouvelle chanson. Depuis des années, je travaille tant au Québec qu'en France dans des EHPAD. Parce que j'aime beaucoup le contact chaleureux avec les personnes âgées qui n'ont pas toujours la chance de sortir de chez eux pour aller entendre des concerts, pour vivre une vie à peu près normale. Et c'est très demandant pour ces gens-là en fin de vie, quoi. Alors, dès que j'ai la chance, comme j'ai une bonne partie de leur répertoire dans le mien, je leur fais plaisir avec l'accordéon, le piano, et puis on passe un après-midi tout simple, quoi. Et à un moment donné, cet été, alors que le COVID nous accordait un peu de répit, je suis allé rendre visite à des copains dans le Pays Basque, et à la demande de mes copains, on est allé jouer dans l'EHPAD où la maman de notre ami se trouvait, et se trouve toujours d'ailleurs. Et à un moment donné, les aides-soignants et les infirmières me disent « on va te servir de guide, évidemment, parce que tu ne connais pas les différents lieux. » Et on a 3 départements, alors on va s'organiser avec les masques et tout. Tu vas quand même jouer l'accordéon. Et on va faire une petite tournée d'environ, quoi, ça va durer 1 heure, on va faire 20-25 minutes à peu près par endroit. OK, très bien. Alors, évidemment, bon, ça allait de c'est la Java bleue, la Java la plus belle, mon amant de Saint-Jean, puis des tangos, puis enfin tout le répertoire que les gens de 75, 80, 90 ans aiment bien, quoi. Et à un moment donné, il y a une dame qui me semble un peu plus jeune que les autres et qui se lève, mais vraiment avec un port de reine, vous savez, des cheveux blancs comme qui lui font comme une espèce d'auréole autour de la tête, des yeux bleus, mais à ravir, et qui danse avec beaucoup de lascivité, qui me regarde avec... Mais vraiment, c'est troublant, quoi. Je joue de l'accordéon. Bon, je suis professionnel quand même. Non, mais vous comprenez que elle n'a pas la barre de quelqu'un qui fait « Ah oui, mais j'aime bien votre musique, monsieur. » On sent qu'il y a quelque chose d'autre. Et comme on m'avait prévenu qu'on était dans un milieu où il y avait de la démence, de l'Alzheimer, des choses comme ça, tous les comportements sont possibles. Au Québec, j'ai déjà affronté une dame qui avait été dans sa vie antérieure une danseuse nue dans des cabarets de 3e zone et qui m'a fait un striptease. Et là, il y avait l'infirmière qui arrivait derrière. « Non, mais chère madame, s'il vous plaît, rhabillez-vous parce que c'est lui qui fait le spectacle. » Eux, ils connaissent le phénomène. Moi, j'ai quelqu'un qui... ou encore quelqu'un qui vient près de moi et qui fait « Oui, mais est-ce que mon mari va venir me chercher? C'est parce que je dois m'en aller dans la maison, puis mon mari doit venir me chercher. » Et là, il y a quelqu'un à côté qui lui lance une phrase cruelle, mais ô combien vrai. « Ton mari ne viendra pas te chercher, il est mort! » Et là, ça prend des proportions, c'est dramatique. Mais on voit les gens qui éclatent de rire, et on se dit, c'est leur quotidien, vous comprenez? Voilà, ça fait partie de leur maladie et de leur fin de vie. Et cette dame-là, donc, qui dansait devant moi, le phénomène ne m'impressionnait pas, mais j'avais peur, parce qu'elle se rapprochait dangereusement. Un accordéon, il y a quand même un soufflet, ça fait quand même un bon 10 kilos, et elle venait de plus en plus à moi. Alors moi, je reculais de plus en plus, mais à un moment donné, c'est que le local a sa limite, et moi aussi, il y a un mur derrière, vous comprenez? Alors là, je me retrouve un peu coincé entre la dame et le mur, et là, je fais « Help! Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? » Parce que je peux pas m'arrêter, mais en même temps, elle est là toute... Elle était belle à voir, mais elle était très dangereuse. Elle aurait pu, à la fois, elle, se faire très mal en me tombant dessus, parce que je pense qu'elle est attirée comme vous savez, certaines bestioles, quand ils voient une source de lumière, il y avait cette espèce d'attirance-là, et elle était envoûtée par la musique et tout, et en même temps, c'était très beau, parce que ses gestes étaient... on aurait dit une danseuse orientale, il y avait... Le contact était beau, mais dangereux. Voilà. Et les gens sont venus finalement à mes rescousses, mais après... parce qu'eux, ils ont l'habitude, ils se disent « Ah, ben oui, mais elle danse. » Pas de problème. Il y a de la musique, nous, ça nous fait une pause. Oui, mais pendant ce temps-là, moi, je suis comme comme je vous expliquais, en sandwich entre 2 mondes.
Et donc, et la dame, ils l'ont reprise, rassis doucement, mais systématiquement, elle se levait, et comme ça. Et là, à un moment donné, il nous restait une salle, donc comme cette dame-là pouvait marcher toutefois, il y avait une aide-soignante qui la prend par le bras, et dit, ben vous allez venir avec nous, vous allez venir écouter la musique. Et là, je me dis, vous avez intérêt de la surveiller, parce que je veux quand même pas lui tomber dessus, je trouverais ça triste de la blesser, quoi. Et là, à un moment donné, j'entends parler espagnol. Bon, je sais pas du tout parler l'espagnol, mais tout le répertoire sud-américain, je connais bien. Et comme on était dans le Pays Basque, évidemment, il y a beaucoup d'Espagnols qui ont traversé en France et inversement. Donc, c'est de la musique qui fait partie de leurs racines. Et je me mets à faire des trucs comme Bésame, bésame mucho. Et la dame commence à chanter avec la belle voix et tous les mots espagnols qui vont avec. Et je continue, quizás, qu'est-ce que j'ai? Amor, 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 nació de ti, nació de mí, la esperanza. Et elle chantait avec. Et je vois autour de moi les aides-soignantes, les yeux comme des boules de loto, qui pleuraient. Et là, j'ai fait, oh, il y a quelque chose. Là, j'ai quelque chose que je comprends pas, mais que je devinais tout de même. Il se trouve que cette dame-là, depuis qu'on avait diagnostiqué la maladie d'Alzheimer, était sans parole. Elle ne parlait plus. Ça faisait 1 an et demi qu'elle était là. Elle avait à peine 60 ans. Et l'aide-soignante est venue me voir en me disant, tu sais, Steve, cette dame-là, 6 mois avant de venir habiter ici et qu'on diagnostique et qu'on se rende compte qu'il y avait des dysfonctions dans sa vie, on s'est rendu compte qu'elle allait en boîte avec sa fille et qu'elle draguait et qu'elle décrochait mieux que sa fille. Et en fait, dans sa maladie, ce qui lui restait, c'était cette espèce d'esprit de séduction, de jeu entre le musicien, parce que probablement qu'elle devait faire ça avec les musiciens de l'orchestre, vous comprenez? Et j'étais témoin de cette chose absolument troublante, qui pouvait être très belle et dérangeante à la fois. Et là, on me dit, elle ne parlait plus du tout, et là, elle chante avec une voix, et je vous jure, elle avait une voix, mais pas la moitié d'une. Elle aurait pu faire Bésame mucho, les notes à côté, on aurait trouvé ça au demeurant charmant. Pour eux, ça aurait été émouvant, mais là, c'était plus que de l'émotion parce qu'il y avait une voix qui sortait et qui semblait éteinte. Et j'y étais pour pas grand-chose. J'étais la petite bougie. J'ai rencontré cette dame-là, je ne savais pas c'était qui 10 minutes auparavant. Et là, je me rendais compte que c'était un moment très touchant. Et quand j'ai terminé mes 3 ou 4 grands succès sud-américains, cette dame-là vient me voir et me prend les mains comme ça et me dit « Ah, monsieur, j'ai bien aimé votre musique. » Et là, on a eu un moment, quand on est retourné vers la chambre, tout ce que je viens de vous raconter, on me l'avait vite susurré à l'oreille, et on voyait que les infirmières essayaient de lui arracher encore quelques paroles. Et souriait, et elle est retombée dans son autisme. Vous dire à quel point on était bouleversés quand on est revenu à la maison. On a pris un apéro, et là, on ne parlait que d'elle, quoi. Moi, de la voir, bon, au début, j'ai dit à mon épouse, t'aurais pu venir me sauver quand même, t'as pas vu à quel point je me faisais draguer. C'était monumental. Mais après coup, la blague passée, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui s'était... qui nous avait marqué profondément. Et ça a vraiment été une petite, comment dire, une lumière dans ce séjour qui a été formidable à tous les égards, avec les amis, par ma découverte du Pays Basque. Je l'avais connu il y a 20 ans, mais à l'hôpital avec une jambe dans le plâtre, ça ne sert pas à voir une région, forcément. Mais il se trouve que j'ai eu un contact humain, et avec cette personne-là, grâce à la musique, on a pu faire ressurgir à la fois des souvenirs et un peu d'elle-même encore, un peu de vie. Et j'ai décidé de lui écrire cette chanson pour commémorer cette rencontre entre elle et moi, parce que c'en a été une de rencontre. Alors je vous invite à faire connaissance avec la magnifique, la voluptueuse Julia.
il est déjà 4 heures. Et c'est aujourd'hui, la mémoire s'envole. Au cœur de ta nuit, un rouge à lèvres heureux esquisse un sourire sur ton visage heureux qui ne peut rien dire. Tous les jours c'est gala, fiesta, soir de bal, Cendrillon séparé de robes d'hôpital dans un grand réfectoire aux couleurs passées. La comtesse aux pieds nus s'en vient pour danser les derniers pas perdus d'un lent boléro, les éclats de beauté de l'année 0, et ta voix retrouvée exhale un refrain. C'est le seul souvenir qui n'a pas de frein. Julia, oh Julia, dans tes ballets pleins de chimères. Julia, oh Julia, tu vas tournoyer dans les airs. Tes grands yeux bleus sont de la fête, tes seuls miroirs aux alouettes. Enfin, te voilà pleine aux as qui sassent, qui sassent, qui sassent. 5 heures vont sonner à la vieille horloge, retrouver 4 murs, ton ultime loge, antichambre d'amour, des baisers perdus, toutes les fleurs du désir qui ne s'ouvrent plus. Des pilules assassines, tels des coups de trick, tu tes joies féminines, tes airs de musique, tu n'as pas 60 ans, déjà tu oublies le corps de tes amants qui ornaient ton lit pour quelque temps encore. Il reste en éveil tes œillades et tes danses, au goût de soleil, la vieille mélodie s'endort avec toi au fond d'un hôpital, corridor sans joie. Julia, oh Julia, dans ton ballet plein de chimères. Julia, oh Julia,
Quizás. Qui? Il n'y a pas 3 milliards d'hommes, il n'y en a qu'un. Et c'est vous. Un homme comme vous qui a besoin d'amour, d'amitié, de sécurité, du nécessaire. Le simple nécessaire. Manger, se loger, se vêtir. Le simple nécessaire si difficile, si tragique. Il n'y a pas 5 milliards d'hommes, il n'y en a qu'un. Un homme qui souffre quand on le prive, quand on l'opprime, quand on le torture. Un homme qu'on torture, c'est un homme comme vous. Vous auriez tort de l'oublier. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, nous aurons eu la mauvaise partie. Il n'y a pas 5 milliards d'hommes, il n'y en a qu'un. Un homme malhonnête, c'est toute la société qui est malhonnête. C'est toute la société qui tue. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Qui auront au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour, qu'ils
de la sagesse ici-bas, c'est le prix. Je suis responsable, vous êtes responsable, nous sommes responsables. Ce larcin, cette fourberie, cette trahison reproduit 5 milliards de fois. C'est la pagaille, c'est l'injustice, c'est la misère, reproduit 5 milliards de fois. C'est vous, c'est moi. Il n'y a pas 5 milliards d'hommes. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours, mais nous serons morts. Mon frère. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Évidemment, Quand les hommes vivront d'amour, ainsi que le poème 5 milliards d'hommes, qui à l'origine était 3 milliards d'hommes, puis je pense qu'à mesure que les années avançaient, M. Lévesque rajoutait quelques milliards, avec raison d'ailleurs, et avoir travaillé à ses côtés, ça a été vraiment un honneur pour moi. Raymond Lévesque a écrit une des plus belles chansons québécoises qui soit, c'est celle-ci. J'aimerais vous laisser avec un dernier titre, qui est une belle chanson, un cri du cœur de la part de Gilles Vigneault, qui a écrit toute une œuvre depuis 60 ans, mais il y a 4 ans, non un peu plus, parce que je n'étais pas encore arrivé chez vous, qui est devenu de plus en plus chez moi. Et il venait de sortir un album qui est un véritable cri du cœur. Ça s'intitule « Vivre debout ». En fait, c'est le regard d'un homme qui a failli par 2 fois obtenir un pays, par référendum, et ça ne s'est pas fait, mais il souhaite transmettre aux générations futures le respect de l'autre, la langue, le respect des mots, de la culture qu'elle porte. Et je pense qu'on soit breton, qu'on soit québécois, qu'on soit africain, japonais, ce que vous voulez, on a une culture à défendre, on vient de quelque part, et pour peu qu'on se rencontre et qu'on se croise sur la planète, je pense que c'est une chose très importante. Et quand on est confronté à la perte de cette culture, de cette chose qui nous identifie au plus profond de soi, ça devient un combat de tous les instants. Et bien, Gilles Vigneault avait été aux premières loges de cette prise de parole et de conscience. La poésie et la chanson n'étaient pas qu'un mot et qu'un métier, c'était aussi une envie de vouloir prolonger l'existence d'un peuple, en quelque sorte. Et quand il a sorti ce disque, ça correspondait à un changement pour moi. Nouvel amour, nouvelle vie, nouveau pays, nouveaux défis à relever aussi. Et cette chanson-là, je la porte comme un talisman. Je l'offre à vous et à vous, à tout le monde pour qui cette chose-là est très très importante. Voici donc de Gilles Vigneault, en collaboration avec le pianiste Daniel Thoin, cette chanson que je vous souhaite et que je nous souhaite pour terminer cette soirée en beauté, j'espère, vivre debout. Vivre debout pour me survivre, délesté de mes vieux tabous, mais le cœur toujours prêt à suivre le pas pressé du caribou.
vivre debout. Vivre, la peur fermée, mais la conscience ouverte sur l'horizon tremblant entre hier et demain. Vivre entre le début et la fin du chemin, les 5 sens au repos, le 6e en alerte. Savoir 3 électrons que j'appelle mon âme, jouer au joli jeu de l'immortalité, voir l'avenir, rêver d'être et d'avoir été, voir mon cœur s'entêter, attiré sur les rames. Vivre debout pour me survivre, délesté de mes vieux tabous, mais le cœur toujours prêt à suivre, le pas pressé du caribou. Vivre debout. J'apprivoise le temps en réduisant l'espace et sans me retourner pour entrevoir le port. Ce passage obligé qui se prend pour la mort m'apparaît lumineux comme l'œil d'un rapace. Vivre debout et prêt à partir à toute heure, boire et dormir debout comme font les chevaux, les pas de liberté inscrits dans leurs sabots, puisqu'il y a toujours péril en la demeure. Vivre debout pour me survivre, délesté de mes vieux tabous, et le cœur toujours prêt à suivre, le pas pressé du caribou. Vivre pour défendre 3 mots que disait mon grand-père, apportés par chez nous au temps de Rabelais, en forme de rondeau, ballade ou triolet, pour que mon petit-fils apprenne au secondaire que c'est en perdant ça que les peuples se meurent, et que c'est acadien de survivre au danger, qu'être chez soi permet d'accueillir l'étranger, et qu'il y a toujours péril en la demeure. Vivre debout pour me survivre, délesté de mes vieux tabous, mais le cœur toujours prêt à suivre, le pas pressé du caribou. Vivre debout. Merci beaucoup. Wow. Merci infiniment. C'est très gentil à vous. Évidemment, vous permettez que je leur parle encore. Je ne saurais trop remercier évidemment le Festival des Voiliers et toute l'équipe, Claire, Jean, les Gurvan, Chantal, enfin il y a plein de monde, et tous ceux qui y participent aujourd'hui et demain. Merci de faire vivre ça en des temps difficiles, c'est pas simple, et vous avez relevé le défi de nous permettre
d'avoir du contact et de faire continuer à vivre la vie dans le vrai sens. Et ça a été vraiment un honneur pour moi de chanter pour vous tous, que vous soyez devant vos écrans ou nous ici dans la petite pièce pas loin de l'abbaye de Beauport. Merci encore de l'invitation, je l'apprécie énormément. Merci beaucoup.